Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. En 1934, Benjamin Graham et David Dodd publièrent Security Analysis, une des premières tentatives de formalisation de l'analyse financière. Le livre connut un très grand succès et Ben Graham est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'analyse financière. La profession d'analyste financier se structura aux États-Unis à partir de 1947, quand des associations d'analystes de Boston, Chicago, New York et Philadelphie créèrent une fédération nationale. En 1961 fut créée en France la Société française des analystes financiers, SFAF, qui, entre autres activités, dispense des certifications d'analyse financière. En 1962 fut créée aux États-Unis la certification CFA pour Chartered Financial Analyst, par une structure qui devint ensuite CFA Institute. Vous l'avez deviné. Dans ce nouvel épisode du podcast Exchange de CFA Society France, nous allons parler d'analyse financière avec une de ses sommités, Pierre-Yves Gauthier. Avec André Legrand, Pierre-Yves a cofondé en 2007 Alpha Value, un spécialiste indépendant de la recherche sur les actions européennes et le risque crédit, dont il est le directeur de la stratégie. Le mot important dans la phase précédente, c'est indépendant. Nous y reviendrons. Diplômé de l'EM Lyon et titulaire d'un MBA de York University à Toronto, mon invité est également un membre éminent de la SFAF depuis 1984. Pierre-Yves Gauthier, bonjour et bienvenue dans Exchange. J'aimerais commencer par une question très générale pour mieux cerner un terme fréquemment utilisé mais qui peut recouvrir des réalités très différentes. En une phrase, qu'est-ce que l'analyse financière ? Alors, l'analyse financière est un terme très largement utilisé, donc c'est effectivement important de le préciser. Dans notre métier, c'est un métier très étroit. Ça consiste à essayer d'évaluer les entreprises, autrement dit mettre un prix dessus, et de faire une recommandation entre l'écart entre le prix coté et le prix et la valeur estimée, que trouve un analyste financier. Quelles sont les différences entre l'analyse financière buy-side et l'analyse financière sell-side? Et au sein du sell-side, qu'est-ce qui distingue les banques d'investissement des autres acteurs? Alors, c'est un point essentiel des modèles économiques de nos métiers. Donc, les sell-side sont des gens dont la vocation est de faire de l'analyse pour la vendre. Et il faut donc qu'il y ait un client, et ce client, c'est le buy-side. Le buy-side, c'est donc en gros une institution financière qui a besoin d'avoir de l'information sur les actifs financiers. Ce buy-side fait aussi de l'analyse financière, différente, mais il en fait aussi. Donc le métier de l'analyse financière s'applique aux deux côtés. Et pour revenir à la deuxième partie de la question, qui est dans le sell-side, c'est essentiellement une prestation fournie effectivement par les banques d'investissement et à 99%, peut-être à 99,5%. Et donc, le solde est formé de ce qu'on appelle les indépendants, dont le seul métier est de vendre une prestation intellectuelle d'analyse financière. Les banques d'investissement auxquelles vous faites allusion ont d'autres activités que la recherche sell-side. Absolument. On est bien d'accord. Quand on parle d'une banque d'investissement, on parle d'une machine énorme qui touche tous les métiers de la banque d'affaires, touche les métiers de la dette, tous les métiers des actions, les métiers de la dette souveraine. Et ont donc ces fonctions de conseil associé, dont l'une d'entre elles est l'analyse financière. On reviendra ultérieurement sur les éventuels conflits d'intérêts, voire les conflits d'intérêts avérés qui se sont produits dans le passé du fait de cette organisation. Dans le paysage de l'analyse financière sell-side, quel type d'acteur est Alpha Value et sur quel univers travaillez-vous ? Alors, Alpha Value se concentre sur l'Europe, travaille sur un univers de grande capitalisation boursière. En gros, un indice qu'on appelle le Stock 600, qui est un peu l'indice de référence pour l'Europe. Et c'est depuis le début concentré là-dessus, et c'est un peu une singularité parce que la plupart des indépendants se concentrent sur des spécialités. Nous, on est véritablement sur le même univers que les grands brokers. Qu'est-ce qu'un analyste financier chez Alpha Value fait de ses journées ? Alors, c'est des journées qui sont plus calmes qu'elles ne furent, parce qu'on s'appuie évidemment beaucoup aujourd'hui sur le digital et sur des PC. Il y a beaucoup moins de cris dans une salle que ce qui pouvait exister il y a 20 ans ou 30 ans.
Mais la journée d'un analyste commence en gros à 7h, 7h30 du matin, 7h idéalement, pour commencer à recevoir les nouvelles qui le concernent en termes de spécialisation sectorielle, puisqu'un analyste financier est spécialisé sur un secteur. Digérer ces nouvelles pour participer à une première réunion de partage avec les vendeurs de la traduction de cette information en une décision boursière. Donc en tant qu'experts, ils vont interpréter rapidement ce que dit l'entreprise pour en faire un éclairage décisionnel en termes d'investissement ou pas. Dans notre cas, il y a une deuxième réunion un peu plus tard, parce que quand on suit énormément de sociétés, c'est très dur dans les journées de publication d'arriver à tout faire passer dans une seule première réunion. Et ensuite, c'est un peu une course-poursuite pour ajuster les modèles au cours de la journée et intégrer tout le flux d'informations qui continue d'arriver dans la journée. L'information qui vient des entreprises tente à être concentrée sur le matin pour que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité, mais il y a aussi un flux continu dans la journée. Donc, il faut constamment repenser, réajuster. Et puis, vers 18h, 19h, 20h, selon la vitesse d'exécution, certains rentrent chez eux. L'analyse financière n'est plus exclusivement financière, mais elle est de plus en plus extra-financière. Est-ce qu'on peut être à la fois un analyste financier et un analyste extra-financier? Et comment les deux approches dialoguent-elles? Alors, dans notre cas, c'est très simple. L'analyse financière qui a une culture donc financière a été incité, et il n'a pas le choix, à devenir aussi un analyste donc, sur l'extra-financier, donc les fameuses lettres ESG. On a toujours pensé que c'était la même chose. L'ESG n'est jamais qu'une plus grande intelligence d'un business model. Donc, nous avions démarré Alpha Value il y a pratiquement 20 ans maintenant en intégrant tout de suite comme absolument fondamental, par exemple, les notions de gouvernance. Donc, pour les analyses Alpha Value, il y a une fusion parfaite entre les deux lectures, donc extra-financière et financière. Ça demande par contre un savoir un peu, j'allais dire, presque technique, que n'ont pas nécessairement les analystes financiers. Je parle notamment de connaissances de base industrielles en matière de physique, parfois de mathématiques. Donc c'est assez intéressant de voir que c'était un peu dur sur ce plan-là. En 2018, la directive MiFID a bouleversé la facturation de la recherche dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment la recherche était payée avant MiFID et comment elle est payée depuis en Europe ? Alors, effectivement, c'est une vraie révolution qui s'appelle MiFID et qui concerne, en fait, dans sa logique, l'ensemble des places de marché. Donc, l'idée a été de dire que la rémunération de la recherche comme un service se faisait exclusivement par des commissions sur les transactions. Ça, c'est avant MiFID. Et donc, il y avait peut-être un risque de conflit d'intérêts à inciter à avoir beaucoup de transactions sur des variations d'informations assez faibles parce que le flux de commission était très rémunérateur pour les intermédiaires. Donc les autorités se sont penchées un peu partout sur la planète sur ce problème-là, mais notamment en Europe, et la traduction de cette réflexion, c'est ce qu'on appelle MiFID, qui a été suivi d'un MiFID 2, et ce MiFID consiste à dire, finalement, on doit bien faire la séparation entre ce qui relève de la transaction, une exécution de transaction qui doit se traiter à un certain prix, et avoir un autre prix indépendamment du volume pour la promotion d'une idée. Donc là, se sont mis en place des dispositifs réglementaires extrêmement compliqués sur lesquels les acteurs ont très très mal réagi, d'où le passage d'un MiFID à un MiFID 2, et puis on est en train de réfléchir à un MiFID 2 carré dans lequel on va refaire des modifications. En gros, ça s'est mal passé, on va pas dire les choses comme ça. Alors, on parle, je crois, en bon français d'unbundling. Oui. Quelles conséquences a eu cet unbundling sur la recherche-action en Europe ? Alors, en mettant en exergue le prix d'une idée qui n'est plus payé par la commission et donc qui n'est plus payé par le détenteur des capitaux, c'est le point important que j'aurais dû aborder avant, et que cette idée doit être payée par quelqu'un quand même, tout d'un coup, il n'y a plus d'argent, si on simplifie à l'extrême. Sans faire donc rentrer trop dans le détail, on est passé d'une situation où il y avait une abondance de recherche parce qu'elle était payée par les capitaux gérés qui ne le savaient pas en quelque sorte, vers la disparition presque de la recherche, puisque la recherche a dû être payée par les entreprises gérant les capitaux de tiers et très largement sur leur propre compte d'exploitation. Et évidemment,
elles ont fait attention à leurs dépenses. Donc, les budgets associés à la recherche sont passés d'une manne époustouflante. Je crois qu'on a cité le chiffre de 5 milliards à peu près de dollars dépensés sur le courtage européen à quelque chose qui est très largement inférieur aux milliards de dollars aujourd'hui dans l'espace européen. Donc, on comprend très bien qu'il y a une attrition considérable dans l'offre de recherche. Donc vous parliez d'évolution à venir de MiFID II. Est-ce que ce mode de facturation de la recherche va de nouveau évoluer dans l'Union européenne? Et si oui, dans quel sens? Alors, l'Europe fait preuve d'intelligence parce qu'elle a observé ce qui se passait aux États-Unis, qui ont été beaucoup moins durs sur ce problème de conflit d'intérêts et de financement de la recherche par les capitaux gérés. Il n'y a pas eu d'unbundling aux États-Unis? Non. Ils ont reconnu très vite que finalement l'abondance était une bonne chose dans l'efficience des marchés. Il y a un côté pragmatique qu'il faut saluer. Donc l'Europe était, elle, dans une autre logique très réglementaire, on le sait, de défendre l'intérêt des investisseurs en évitant de leur facturer des frais indus. Et là, donc, on est plus de 10 ans plus tard, la mise en route de MiFID, et on voit bien qu'il y a une vitalité incroyable aux États-Unis en termes de génération d'idées, qui a littéralement disparu en Europe. Donc l'Europe rétropédale. Le premier rétropédaleur a été le régulateur britannique, qui est indépendant désormais, qui était d'ailleurs un grand promoteur du fameux MiFID, qui a rétropédalé et qui revient sur un modèle américain qui est en train de se mettre en place. Un modèle américain soft. Et donc l'ESMA, qui régule via les différents régulateurs locaux l'espace européen, est en train de finaliser sa réflexion, mais va probablement aller vers le modèle anglais. Alors cet unbundling, entre autres effets collatéraux non anticipés, a, je crois, réduit la couverture par les analystes financiers de l'univers des petites capitalisations, d'où la mise en place en France de l'analyse financière payée par l'émetteur, qu'on appelle aussi recherche sponsorisée. Est-ce que c'est une piste viable pour l'analyse financière et comment elle est encadrée, cette recherche sponsorisée? Alors c'est un énorme sujet. Donc oui, le constat, c'est que faute d'analystes, et faute de péréquation au travers du flux de commissions entre de la recherche sur les grosses capitalisations boursières et de la recherche sur les petites capitalisations boursières, il n'y a plus de recherche sur les petites capitalisations boursières. Alors petit, c'est assez gros. Hein. Le chiffre haut, enfin le point haut de la taille d'une entreprise qui déclenche de la recherche sponsorisée, sur laquelle on va revenir, c'est plutôt 1 milliard d'euros aujourd'hui. Hein. Quand MiFID s'est mis en place, on disait que ça concernerait que des entreprises de 50 millions de capitalisations boursières. Donc, ces entreprises étant plus suivies, elles ont eu à cœur finalement d'investir leur propre argent dans un effort de recherche en demandant à des analystes, soit appartenant à des brokers, donc un contrat avec un broker, soit des indépendants comme nous, d'écrire de la recherche régulièrement sur elles. Bien évidemment, le conflit d'intérêts est total. Et donc, la France était un peu en pointe via l'AMF et l'Association des analystes financiers sur ce sujet pour essayer d'avoir une charte de place qui évite les dérapages un peu inévitables dans certains cas. Et donc, la France peut se prévaloir d'être un peu en avance de phase sur ce sujet, ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs l'objet d'une discussion plutôt au niveau de l'ESMA pour reprendre peut-être une partie des réflexions françaises de tentatives d'encadrement de ce modèle de recherche qui, lui, est indispensable, parce que s'il n'y avait pas un effort de la part des entreprises pour se faire connaître, si on n'émet pas une idée, en quelque sorte, elle ne peut pas circuler. C'est aussi bête que ça. Et donc, il est indispensable qu'il y ait ce flux de recherche sponsorisé, plutôt que rien. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. En quoi l'absence de recherche sur les petites valeurs nuit au bon fonctionnement de ce marché? Parce que il faut qu'un investisseur sache ce qu'il achète. Et même s'il est expert, au sens il a des ressources de ses propres analystes, il n'a pas des ressources suffisantes pour balayer les centaines de petits dossiers, entre guillemets, on va dire à moins de 250 millions d'euros de capitalisation boursière, qui seraient susceptibles de l'intéresser. Là-dedans, il y a des pépites. Ça prend du temps. Il faut beaucoup plus de temps pour ouvrir le capot d'une petite capitalisation boursière que pour ouvrir le capot de Nestlé. Et donc, c'est un modèle économique qu'il faut remettre en route. Voilà. Il est donc indispensable que ces idées puissent être affichées, même si elles sont probablement conflictées. Il n'empêche qu'il vaut mieux une idée conflictée que pas d'idée du tout.
On va faire un peu d'histoire. Vous et moi sommes actifs sur le marché professionnel depuis suffisamment longtemps pour nous rappeler de 2002 et d'un monsieur qui s'appelle Elliot Spitzer, qui était alors procureur général de l'État de New York et qui imposa aux principales banques d'investissement de l'époque de payer un montant total de 1,4 milliard de dollars, une somme considérable à l'époque. La raison, les analystes financiers de ces banques auraient fourni des conseils biaisés à l'achat sur certaines valeurs Internet avant l'explosion de la bulle du même nom, pour ne pas mettre en danger les mandats de conseil à ces entreprises de leurs employeurs, par exemple, pour les introduire en bourse. On se souvient des commentaires privés de tel analyste financier célébrissime à l'époque, très négatifs à l'encontre de certaines valeurs qu'il recommandait par ailleurs à l'achat. Les banques ont en outre dû abonder à hauteur de 425 millions de dollars un fonds prévu pour le financement de la recherche financière indépendante. Les pratiques pour lesquelles les banques d'investissement ont été épinglées par Spitzer existent-elles encore? Et si oui, comment s'en prémunir? Non, elles ont complètement disparu. Les Américains sont très pragmatiques. Une bonne amende donc conduit à deux choses, à refroidir un petit peu les ardeurs, et deux, à avoir des juristes qui repensent les process. Donc effectivement, jusqu'en 2002, au moment du percement de la fameuse bulle TMT, les analystes financiers associés aux grandes banques d'investissement travaillaient plus pour les banquiers d'investissement, c'est-à-dire donc effectivement pour les placements en cours, que pour la défense des intérêts des clients qu'on appelle donc buy side. Donc tout ça, c'est quand même profondément ajusté. Les marchés sont très assainis là-dessus. Ça a quand même mis en exergue quelque chose que les acteurs ne comprennent pas nécessairement. C'est que le modèle économique d'une banque d'investissement, c'est de savoir que son client, c'est rarement le buy side, même s'il lui vend de la prestation intellectuelle sous forme de recherche, c'est en fait l'entreprise. Les marges sur les entreprises sont infiniment supérieures à ce qu'on peut espérer gagner dans un marché très efficace, qui est un marché action. Donc, la prestation que fournit un broker consiste toujours, en quelque sorte, à irriguer de l'information qui va être utile aussi pour les banquiers d'investissement, de façon cadrée mais visible, qui va préparer le terrain pour des relations demain d'un placement, notamment, par exemple, en présentant l'entreprise auprès des clients susceptibles d'investir dans cette entreprise, en organisant des roadshows, et ainsi de suite. Donc, sur le fond, la discipline est venue, mais le modèle économique reste celui d'une entreprise qui est le plus gros payeur, enfin de l'entreprise cotée en bourse qui reste le plus gros payeur dans les divers clients d'une grande banque d'investissement. Tant qu'il y aura de la croissance économique, les marchés boursiers seront tendanciellement sur le long terme haussiers. Oui. Donc il n'est pas illogique que la majorité des recommandations des analystes financiers soient à l'achat, mais certains sont beaucoup plus à l'achat que d'autres. Et je crois que vous suivez cet indicateur. Pourquoi est-il pertinent ? Alors, bon, pour nous, donc oui, la réponse est la croissance justifie qu'il y ait plus de recommandations d'achat. Ensuite, le fait qu'il y ait plus de recommandations d'achat vient directement des grandes banques d'investissement via leurs brokers. On retombe sur le modèle que je viens d'évoquer précédemment. Il est de bon ton d'avoir plutôt une recommandation d'achat, ou si on doit avoir une recommandation de vendre, on met un neutre pour ne pas en quelque sorte créer de friction avec le donneur d'ordre ultime qui est la grande entreprise. Et dans le cas d'Alpha Value, comme on n'a aucune relation d'affaires avec les entreprises, on a curieusement une proportion de recommandations de vente qui oscille entre 33 et 55% sur les points les plus hauts. Donc très au-delà de ce qu'on voit chez les grands brokers. Depuis que vous avez débuté votre carrière au milieu des années 1980, les marchés ont beaucoup changé. Au milieu des années 80, de la gestion à peu près exclusivement active. Oui. Il y a depuis quelques années, et Vanguard d'ailleurs va fêter son 50e anniversaire en 2025, une montée en puissance absolument considérable de la gestion indicielle. La gestion indicielle, c'est l'antithèse absolue de la gestion active, en ce sens où l'investisseur se moque de la valorisation des entreprises présentes dans l'indice dans lequel il investit. Quel est l'impact de la montée en puissance de cette gestion indicielle sur l'analyse financière ? Dramatique.
Dramatique parce que la gestion indicielle, évidemment, s'appuie sur les très grandes capitalisations boursières, sur lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir un nombre infini d'analystes, sur lesquelles les grandes banques d'investissement font un très beau travail. La compétence des analystes des grandes banques d'investissement est absolument incontestable. Donc, il y a une atrophisation des marchés du fait de la gestion indicielle. Il y a une atrophisation au sens qu'il y a une concentration aussi du peu de recherche qui reste sur ces très grands titres. Et donc, on est sur une spirale d'un accident à un moment, selon nous, d'un accident qui devrait venir, puisqu'il n'y a plus de confrontation d'idées, en fait. Celui qui fait le marché, c'est le constructeur de l'indice, puisque la structure de cet indice va déterminer son intérêt relatif par rapport à d'autres indices ou par rapport à d'autres stratégies d'investissement. Donc oui, c'est un des facteurs de déflation de la demande d'analyse financière. Et on considère qu'en fait, du point de vue des indépendants que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui sont là pour défendre l'intérêt d'une vision, d'une connaissance individuelle des titres, considèrent que c'est une façon que la gestion indicielle s'appuie sur un bien commun et le détruit. Et donc, il y aurait un intérêt à protéger ce bien commun. Et ce n'est pas quelque chose que les régulateurs, au moins en Europe, ont retenu pour l'instant, parce qu'ils ne voient dans la gestion indicielle que le côté avantage, prix de revient pour le consommateur, et ne voient pas effectivement que cette mécanique essentielle qu'est la fabrication d'un prix est en train de s'atrophier. Autre tendance de fond plus récente qui va probablement impacter considérablement l'analyse financière, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va vers un analyste financier augmenté ou va-t-on vers la disparition progressive de l'analyste financier humain, infiniment inférieur dans sa capacité à traiter des informations quantitatives à l'intelligence artificielle ? Alors c'est un sujet aussi vaste et peut-être même plus vaste bien sûr que les impacts de la gestion indicielle. J'aurais tendance à dire, puisqu'il faut défendre sa paroisse, qu'on va aller probablement vers un analyse augmenté. On le voit, la puissance d'extraction d'informations que peut déployer un analyste est sans commune mesure avec l'ère avant 2022, puisque c'est en gros le point d'inflexion. Mais on doit se demander aussi si les métiers de la finance, qui sont une forme d'intermédiation de l'information pour la rendre intelligible et déclencher des flux, si cette notion d'intermédiation fait encore sens. Il se peut très bien que l'entreprise puisse communiquer directement avec le consommateur qui est l'investisseur professionnel dans un premier temps, en tous les cas. Donc ça, c'est extrêmement troublant. Et l'autre point de l'IA qui est vraiment passionnant, c'est qu'elle permet finalement de se réapproprier le monde. Quand on est analyste et qu'on est confronté à une entreprise, aujourd'hui c'est une entreprise gigantesque, dont les ramifications sont planétaires et dont la complexité est absolument inouïe. Donc aucun analyste ne connaît à fond un sujet sur une entreprise qui dépasse au moins les 10 milliards et qui on sait dans les modèles américains, peut dépasser les 200, 300, 500 milliards. Donc la complexité de cette entreprise ne pouvait pas être gérée par l'analyste, l'être humain qu'on connaissait. Avec les ressources qu'offre l'IA, on peut, à condition de savoir quelles questions il faut poser, peut-être retrouver les éléments d'information qui vont permettre de rejuger de l'intérêt d'investir dans telle ou telle entreprise. C'est pas gagné. À titre anecdotique, je crois que vous me disiez que vous aviez constaté la présence de nouveaux auditeurs à vos webinaires très nombreux sur les points d'actualité. Oui, alors on a découvert, mais c'est vraiment tout neuf, ça démonte à quelques jours et c'est stupéfiant parce que ça vient d'exploser. On voit apparaître des logiciels qui ont pour mission de se substituer à un auditeur personne physique et en quelque sorte écouter et j'imagine résumer, concaténer et ne garder que l'essentiel de cette conversation sous la forme d'un webinaire pour un usage qu'on ne connaît pas. Mais donc on voit bien, là encore, qu'il y a une compression du temps, une compression de l'intelligence vers le juste nécessaire, et ça donc interpelle. Vous recrutez régulièrement des analystes financiers. À votre avis, les formations supérieures en finance en France préparent-elles correctement au métier de l'analyse financière d'aujourd'hui et surtout de demain ?
Oui, je pense que les formations, qu'elles soient celles du CFA ou de la SFAF, dont je viens, Je pensais également aux universités et grandes universités. Alors oui, donc de toute façon, les gens sont très bien formés. Ça, c'est un acquis. Et à peu près, quelle que soit leur géographie. Alpha Value a des Chinois, a des Indiens à Paris, des Italiens, des Allemands. Tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité en termes de formation. Ce qui me frappe cependant, c'est le côté très abstrait de ces formations, très théoriques. Alors, il n'y a rien de compliqué dans l'analyse financière, mais on est beaucoup sur de la théorie de marché. Et il y a, selon moi, après, je n'ose pas le dire, 40 ans d'observation, le fait que les analystes ne sont pas du tout éduqués à être des hommes un peu généralistes, un peu ouverts et avec de bonnes connaissances, je vais dire, à la fois culturelles et de maths et de physique, qui leur permettraient de comprendre le sujet qu'est l'entreprise. Vous avez dit des hommes, vous vouliez dire des hommes et des femmes, j'imagine. Absolument, pardon. Des hommes au sens d'êtres humains. Oui. Absolument, des êtres humains. Et donc pas des IA aussi, en tous les cas. Mais voilà, donc on voit bien que face au foisonnement de l'information qu'offrent les entreprises, on a parlé tout à l'heure de l'ESG, et on a déjà évoqué le sujet, on voit qu'il y a structurellement une faiblesse dans la formation des analystes. Donc on aurait plutôt tendance à dire, ce qui est appréciable aujourd'hui, c'est un ingénieur qui fait un petit peu d'analyse financière, il n'en faut pas beaucoup, et qui devient analyste financier. Matt Levine, le génial chroniqueur de Bloomberg, a récemment intitulé une de ses lettres d'information « It's tough to be a research analyst ». Pourquoi un étudiant en finance aujourd'hui devrait s'intéresser à une carrière dans l'analyse financière après le panorama apocalyptique décrit lié à l'influence de la gestion indicielle et l'influence future de l'intelligence artificielle? Y a-t-il un avenir pour l'analyse financière ? Alors, il y en a un au sens où les analystes financiers qui quittent le métier sont ravis d'être passés par cette case-là. Et ceux qui quittent le métier, je le rappelle rapidement, deviennent gestionnaires de capitaux, très souvent, deviennent directeurs financiers d'entreprise, passent par la communication financière des entreprises, deviennent banquiers d'affaires à l'occasion. Enfin, on a un champ immense dans la mesure où on veut rester dans la finance quand on a eu le luxe de cette formation. Après, pour ceux qui veulent y rester, c'est un métier qui est absolument fascinant parce qu'on remet la clé dans le moteur tous les matins. Tous les matins, on découvre un autre monde. On pensait qu'on connaissait Carrefour, le groupe coté de A à Z. Non. Demain matin, c'est un autre Carrefour qui parle avec un autre projet. Et à moins d'avoir ce que j'appelle le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire l'idée qu'il faut réécrire sur Carrefour et qui peut peut-être fatiguer les plus usés des analystes, on est quand même sur un métier assez magique qui est de reconstruire le monde en permanence. Tout en rappelant que rien de ce qui est dit dans ce podcast ne s'apparente à un conseil ou à une recommandation d'investissement, puis-je vous demander ce que vous pensez des valorisations actuelles des marchés ? Alors, on ne connaît bien que les marchés européens. Les marchés européens ne sont pas trop chers au moment où on se parle, même si nous, on a de sérieuses inquiétudes sur la solidité des résultats en Europe. Donc le trop cher, c'est le fameux ratio du cours divisé par les résultats. Il est à peu près à 14 aujourd'hui au moment où on se parle, ce qui est tout à fait raisonnable. On a l'habitude de dire chez Alpha Value qu'il faut mettre de côté ce qui est banque, qui n'est jamais cher, et valeurs de type pétrole et mines qui ne sont jamais chères. Et là, on constate par contre que les valorisations sont élevées. Et surtout, pour ceux qui suivent un peu les marchés, comme aux États-Unis, il y a un tout petit univers de sociétés qui sont très, très recherchées. On pense notamment à l'allemand SAP, qui sont sur des valorisations stratosphériques, qui dépassent les 40 fois. Ou pour parler français, Hermès qui dépasse les 50 fois ses résultats, ce sont des chiffres qui dépassent l'entendement, mais qui durent. Donc, on a des marchés qui sont, comme aux États-Unis, je viens de le dire, très, très, très centrés sur un tout petit nombre d'histoires, et donc en soi, qui sont dangereux s'il y avait un changement de paradigme sur cette classe d'actifs. La question de clôture rituelle dans le podcast Exchange pour montrer que derrière l'analyste financier, il y a aussi un homme. Une recommandation de livres, de films, de séries, de pièces de théâtre, d'expositions, de podcasts, de voyages, que sais-je, parmi vos expériences récentes? Oui, alors il y en a. Moi, j'aime beaucoup la géographie, et donc je suis tombé un peu par hasard sur ce livre qui s'appelle Géohistoire, qu'il faut encourager tout citoyen honnête à lire, de Christian Grattalou. Donc, qui plus est, c'est un Français.
qui a fait un travail absolument ahurissant de simplicité et d'éducation sur l'homme qui parcourt la planète depuis le moment où il s'est mis debout. Et ça donne une grande intelligence sur la complexité de ce que c'est que cette planète. Et c'est donc très enrichissant. J'ai adoré ce livre également. Pierre-Yves Gauthier, je suis ravi d'avoir pu vous recevoir dans le podcast Exchange de CFA Society France et je vous remercie d'avoir partagé avec nos auditrices et nos auditeurs votre expérience et votre passion de l'analyse financière. Merci Philippe. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.